La Chambre de commerce et d'industrie de Québec est heureuse de vous annoncer le retour de Conscience d'affaires. Ce qui était auparavant un programme d'accompagnement revient en 2022 sous une nouvelle formule qui prendra la forme d'une série webinaire. Nous vous présentons 4 webinaires qui aborderont des thèmes et des défis actuels entourant les pratiques d'affaires éco-responsables et comment ces solutions peuvent être des moyens appropriés pour résoudre des problèmes actuels. Nos experts discuteront en profondeur des thématiques afin de vous proposer des pistes d'idées pour adresser des enjeux réels reliés au développement durable dans les différents secteurs de l'économie. Il est maintenant essentiel pour la croissance à long terme d'une entreprise de prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Il est aussi primordial d'encourager les entreprises à contribuer à la création d'une richesse durable pour les générations futures. Cette démarche sera bénéfique non seulement pour votre entreprise, mais aussi pour tout l'écosystème qui vous entoure. En terminant, j'aimerais remercier notre partenaire pour ce webinaire. Merci au Fonds Éco-Leader et tout cela en association avec Desjardins. Alors, bonne écoute. L'équipe du Fonds Éco-Leader de la Capitale nationale est très heureuse de s'associer à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour présenter la série Conscience d'affaires. Cette collaboration est pour nous l'occasion de rallier nos valeurs à celles de la CCIQ, qui est de rejoindre la communauté des gens d'affaires de la région de Québec, tout en faisant de la responsabilité sociale des entreprises une priorité. La série Conscience d'affaires, c'est aussi l'occasion de montrer comment les gestionnaires d'entreprises peuvent se positionner comme des leaders et des acteurs clés dans la lutte au changement climatique. Je suis Anna-Brigitte Poveda. Et moi, Juliette Fournier, et nous vous souhaitons un bon visionnement. Bienvenue à cette série webinaire Conscience d'affaires organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Fonds Éco-Leader, le Conseil régional de l'environnement, Région de la Capitale nationale, en collaboration avec Desjardins. Je me présente, Anna-Brigitte Poveda, conseillère aux entreprises et agente du Fonds Éco-Leader pour la Région de la Capitale nationale. Mon rôle, c'est de soutenir les entreprises dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres, tout en les mettant en relation avec du financement et les experts appropriés. J'aimerais remercier notre partenaire expert d'aujourd'hui, Investissement Québec CRIC. On les remercie pour leur collaboration. Et les partenaires et moi-même sommes très heureux de présenter ce 4e webinaire intitulé « Le développement durable 101, l'ABC d'un projet en entreprise ». Les derniers webinaires qui ont été présentés portaient sur les motifs qui poussent à implanter des projets de développement durable en entreprise. Et aujourd'hui, nous souhaitons explorer la succession d'étapes menant à la réalisation d'un projet au sein de votre entreprise. Au fil de nos échanges avec des entrepreneurs dans plusieurs domaines, nous avons constaté que certaines questions revenaient fréquemment. Un projet dédié en entreprise, qu'est-ce que c'est? Par où commencer? Quelles sont les ressources financières et les expertises disponibles? Comment concrétiser un projet? Et donc, dans ce webinaire, nous aborderons l'ensemble du processus de réalisation d'un projet de développement durable en entreprise. Des raisons qui poussent à se lancer jusqu'à l'implantation concrète en passant par les soutiens techniques et financiers pouvant être mis à votre disposition. Nous aurons également la chance d'entendre une entreprise ayant allié développement durable et pratique d'affaires. Ma collègue Juliette Fournier et moi-même débuterons cette présentation en vous introduisant les ressources que peuvent vous apporter le Fonds Éco-Leader, qui est dédié à l'amorçage d'un projet en développement durable en entreprise. Ensuite, nous recevrons Geneviève Baudouin-Leboeuf, chef environnement, social et gouvernance chez WSP, qui démystifie le processus de diagnostic, de plan d'action et d'accompagnement dans la réalisation d'un projet éco-responsable. Elle abordera notamment comment cette phase de planification améliore les chances de succès du projet et facilitera sa réalisation.
Nous recevrons également Éric Dion, biochimiste et directeur partenariat et conseil industriel aux entreprises, ainsi que Jean-François Talbot, directeur régional dans la capitale nationale. Ils seront tous deux chez Investissement Québec CRIC. Ils parleront du programme Compétiver, qui est une solution d'accompagnement et de financement pour la phase d'implantation d'un projet de développement durable en entreprise. Ils seront accompagnés de Guillaume Clairet, chef de l'exploitation et vice-président exécutif chez H2O Innovation, qui témoignera de son expérience dans la réalisation d'un projet éco-responsable et les avantages qui en ont découlé. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter ma collègue Juliette à se joindre à moi pour débuter ce webinaire. Bonjour Juliette, merci d'être avec nous. On est très contente de te recevoir aujourd'hui. Et donc, toi, en tant qu'agente du Fonds Éco-Leader pour la région de la capitale nationale, on voulait savoir de ton expérience, c'est quoi les motivations qui poussent les entrepreneurs à entamer une transition durable dans leur entreprise? Oui, bien, il y a plusieurs entrepreneurs pour qui c'est une question de valeur. Donc, il y en a pour qui c'est vraiment fondamental chez eux, puis ils veulent que leurs valeurs personnelles transparaissent dans leur entreprise. Okay. Et il y en a d'autres pour qui bien, les valeurs personnelles, c'est important, mais ont besoin aussi de voir qu'est-ce qu'ils gagnent à faire cette transition-là. Donc, c'est des gens qui vont vouloir avoir des réduction de coûts. Par exemple, des gens aussi, mettons, qui veulent avoir un meilleur impact sur leur communauté, être mieux aussi intégrés dans leur milieu. Il y en a quelques-uns qui vont aussi pour des certifications. C'est de plus en plus en demande, puis reconnu pour une entreprise d'être certifiée, par exemple, B Corp. Donc, faire cette démarche-là de développement durable lui permet d'aller chercher ces standards-là qui lui permettent de se distinguer dans son domaine, d'améliorer sa marque employeur, puis vraiment de se démarquer de la concurrence. C'est très intéressant ce que tu dis et en fait, on voulait savoir comment résumerais-tu les services qu'on offre au Fonds Éco-Leader à un entrepreneur qui veut entamer une démarche en éco-responsabilité, mais qui ne sait pas du tout par où commencer en fait? Bien, nous, au Fonds Éco-Leader, en tant que conseillère aux entreprises, on prend vraiment l'entreprise là où elle est rendue. Donc, on ne va jamais l'inciter à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Fait que nous, notre mandat, c'est de regarder où est l'entreprise, c'est quoi les démarches qu'elles ont entreprises jusqu'à maintenant, puis à quel niveau on a besoin de l'accompagner. Donc, pour certains entrepreneurs, bien, on peut aller jusqu'à réfléchir avec eux à quel projet serait intéressant pour eux pour commencer. Souvent, l'entrepreneur, on pourrait regarder avec lui, bon, bien, l'efficacité énergétique, souvent, c'est un bon point de départ parce qu'il y a beaucoup de gains qui peuvent être faits, puis les retours sur investissement sont super intéressants. Donc, ça, c'est un premier point. Puis aussi, bien, on offre des services pour regarder, une fois que le projet Éco-Leader est réalisé, c'est quoi les aides financières qui existent pour l'entrepreneur pour poursuivre ses projets en développement durable. Par exemple, s'il fait de l'efficacité énergétique, une fois avec Éco-Leader qui a son plan qui est fait, bien, quelles sont les aides financières pour aller, par exemple, acquérir un système de chauffage à la géothermie. Donc ça, c'est besoin des investissements. Puis il existe beaucoup d'aides gouvernementales, ou par exemple chez Hydro-Québec, pour soutenir ça. Puis on peut aussi, dans le cadre d'Éco-Leader, réviser les demandes puis maximiser les chances de succès auprès des bailleurs de fonds. Donc, on comprend que c'est vraiment positif d'être bien entouré, d'avoir les bonnes ressources, les bons outils. Mais est-ce que tu aurais peut-être des exemples concrets à nous donner de projets qui ont été réalisés, des choses qui se font dans la région qui sont inspirantes, si on veut? Bien oui, vraiment. On a une clinique dans le domaine de la santé qui a fait une démarche complète de développement durable pour regarder comment au quotidien ils peuvent avoir des pratiques plus durables, autant auprès de leurs patients que dans leur gestion administrative à l'interne. Ils ont mis en place vraiment une panoplie de mesures, par exemple. Ils ont changé leur éclairage pour mettre des LED. Ils ont réduit leur utilisation de papier, réduit leurs déchets. Ils ont été utilisés des nettoyants éco-responsables. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis ce que je trouve le plus intéressant dans la démarche qu'ils ont fait, c'est que c'est la première clinique de ce secteur-là à être éco-responsable. Et ça, ils disent que ça les aide à attirer des professionnels. Puis dans leur secteur, les professionnels sont très en demande, c'est difficile à recruter. Puis eux, bien, sont comme ils sont dans la situation inverse où ils ont une facilité à avoir des gens parce que c'est des personnes en qui ont les valeurs de l'entreprise puis qui veulent aller travailler là. Donc ça, c'est un super bel exemple, je trouve. Puis je sais que toi, tu avais travaillé aussi avec une entreprise dans le secteur de l'extraction de matières premières. Est-ce que tu peux peut-être parler de cet exemple-là là, avec les GES? Oui, c'est une entreprise, en fait, qui voulait vraiment réduire ses émissions de carbone. Donc, elle a fait appel à une firme pour évaluer leur empreinte, voir comment ils pouvaient améliorer ça, mettre en place une stratégie, puis faire de la sensibilisation auprès des employés. Puis c'est intéressant parce qu'après ça, les employés deviennent des ambassadeurs
Donc, c'est super, là, l'ensemble du personnel devient sensibilisé. Donc, l'écho il se ressent auprès de tous les employés. C'est super intéressant comme approche, là. Oui, c'est un super beau projet. Puis, on en a un dernier exemple, là, c'est une entreprise qui fait des nettoyages industriels. Je sais que tu les as plus côtoyés, là. C'est quoi exactement qu'ils ont fait pour s'améliorer d'un point de vue éco-responsable? Oui, ça, c'était au niveau plus de la récupération d'énergie, donc récupération de chaleur, récupération d'eau. Ça leur a permis de faire des économies majeures sur leur facture d'énergie. OK. Donc, ça peut être un autre avantage qui devient super intéressant pour un entrepreneur qui veut revoir, on va dire, l'efficacité de son bâtiment, par exemple, et de l'énergie qu'il consomme annuellement. Parce que non seulement il est éco-responsable, mais surtout, c'est une réduction de coûts, c'est ça que tu me dis? Exactement. Wow. L'un va avec l'autre. C'est des super exemples dont on vient de parler. Et donc, je voulais savoir concrètement, qu'est-ce que le Fonds Éco-Leader soutient? C'est vraiment la première partie d'un projet. Quand l'entrepreneur a une idée pour être éco-responsable, le fonds va vraiment soutenir la période d'idéation. Donc, ça va faire appel à un expert qui est accrédité dans notre répertoire de plus de 500 experts. Puis ce dernier va pouvoir faire un diagnostic de l'entreprise, faire un plan d'action avec les dirigeants d'entreprise, puis les aider après ça à mettre en place ce plan d'action-là. La même formule existe aussi quand l'entreprise veut aller acquérir des technologies propres. Donc, on parle par exemple de géothermie ou de changer leurs différents systèmes. Donc, on peut aussi, à ce moment-là, l'expert peut aider l'entreprise à se préparer à acquérir la technologie propre. Donc, de faire l'étude de marché, d'avoir ça serait quoi la meilleure technologie, d'évaluer les soumissionnaires, d'évaluer en fait qui offre cette technologie-là, puis d'aider l'entreprise à choisir vers qui aller pour implanter cette technologie-là au sein de l'entreprise. Donc, le fonds finance cette partie-là, puis d'autres aides ensuite financent les étapes subséquentes. Je pense que tu l'as très bien résumé. Et pour terminer, tu dirais, c'est quoi l'avantage de recourir à des conseillers, à des experts, de bien s'entourer au final pour un entrepreneur? Bien, en ce moment, le Fonds Éco-Leader finance 75 des honoraires d'un expert. Donc, pour un investissement de 1 000 il y a 4 000 qui est disponible pour faire appel à quelqu'un de spécialisé qui nous permet d'aller chercher une expertise de pointe dans le développement durable. Souvent, à l'interne, c'est une expertise qui n'est pas présente, donc ça permet de s'entourer justement pour que le projet voit le jour, qu'il soit concrétisé, puis que l'entreprise soit outillée pour le mettre en place. C'est des changements, puis c'est pas évident un changement à bien opérer. Donc, je pense que c'est essentiel dans ce contexte-là d'avoir le recours à une aide professionnelle. Puis le Fonds Éco-Leader, ce qui est génial, c'est qu'il enlève la barrière financière à avoir recours à ces experts-là. Donc, le fonds, la date limite pour déposer un projet, c'est le 31 décembre 2022. Donc, il reste à peu près 1 an là, pour faire des demandes au fonds. Puis nous, ben, on est là pour répondre à toutes les questions puis aider les entreprises qui ont de l'intérêt à se lancer. Bien, je te remercie, Juliette. C'est des informations qui sont très claires. Puis j'espère que les entrepreneurs n'hésiteront pas à nous contacter, à te contacter, à me contacter si jamais vous avez des questions sur le fonds. C'est une ressource qui est à utiliser, qui est très avantageuse si vous souhaitez amorcer une transition. Donc, n'hésitez pas à contacter vos agents du Fonds Éco-Leader de la région de la Capitale-Nationale. Et donc, sur ce, je laisse la parole à Mme Baudouin-Leboeuf. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Geneviève Baudouin-Leboeuf. Je suis chef ESG au Québec, pour le Québec, en fait, chez WSP. Puis je viens vous parler aujourd'hui de la réalisation d'un projet de développement durable en entreprise. En fait, on va parler pendant une vingtaine de minutes sur les étapes clés de la réalisation d'un projet comme celui-là. Avant de continuer, avant de poursuivre, je vais me présenter. Donc, je suis responsable du développement du marché ESG au Québec pour WSP depuis un peu plus d'1 an. Je suis aussi responsable de la stratégie climatique pour WSP Canada. Ensuite de ça, dans le fond, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le domaine du génie conseil. Auparavant, plus dans le domaine environnemental, du génie environnement. J'ai également fait de la planification de plus gros projets dans mon début de carrière et j'ai tranquillement migré vers le développement durable, toujours dans le fond au sein de différentes entreprises de génie conseil. Je possède un baccalauréat. En fait, je suis ingénieure. J'ai gradué j'ai gradué de l'Université McGill en génie civil. Puis j'ai une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Donc, avant de parler des étapes clés des projets de développement durable,
un peu de notions, dans le fond, par rapport aux différents termes qu'on entend au niveau, justement, développement durable, ESG. Donc, premièrement, le développement durable, qu'on appelle aussi comme acronyme DD, dans le fond, qui est le noyau dur, qui est le concept d'origine. Par la suite, dans le fond, au niveau des entreprises, on s'est approprié ce concept-là, puis ça a donné la responsabilité sociale des entreprises, donc la RSE. C'est vraiment, dans le fond, c'est ça, le milieu des affaires qui a intégré ou commencé l'intégration de ce concept-là. Puis par la suite, ça a évolué. Puis, dans le fond, il y a eu une maturité qui s'est faite au niveau du développement durable en entreprise. Puis on parle maintenant de ESG. ESG, c'est entre autres, ça a justement, comme on le voit ici, le noyau du développement durable. Ça a aussi, dans le fond, ça prend en compte des indicateurs de performance, puis aussi une reddition de compte qui fait vraiment partie, je dirais, une partie intégrante de l'ESG. Pourquoi l'ESG? Dans le fond, pour les 3 piliers qui signifient ces 3 lettres-là, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Dans le fond, ces 3 piliers-là ont des thématiques, ont des enjeux clés qu'on va voir un petit peu plus tard et qui font, dans le fond, qui font partie de l'ESG. Donc, maintenant, pourquoi on intègre ça à nos projets, à notre entreprise, à notre façon de faire? Tout simplement parce que ça crée de la valeur. Quelle sorte de valeur? Ça crée, disons, pas juste de la valeur monétaire, ça crée... Ça nous permet, par exemple, de préserver l'environnement. Ça nous permet de redonner à la communauté. Ça nous permet justement de diminuer les impacts que ces projets-là ont sur une multitude de facteurs. Ça nous permet d'avoir une acceptabilité sociale au sein d'une communauté, de retenir des talents. Ça nous permet aussi de justement se mettre à l'abri de certains changements, comme les changements climatiques, de diminuer des risques. Donc, la création de valeur peut être, disons, exponentielle quand on intègre les facteurs ESG. Donc, on les a vus, les 3 différents piliers d'une stratégie ESG. Je vous montre un peu maintenant les thématiques qu'on peut aborder justement dans les différents projets. Donc, entre autres, qualité de l'air, la qualité de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des matières résiduelles également, la biodiversité, les changements climatiques. Au niveau social, l'engagement et la collaboration avec les parties prenantes, la gestion du capital humain, les relations de travail, la chaîne de valeur responsable aussi qui fait partie. Elle peut faire partie de la chaîne de valeur responsable dans ces 3, je dirais, piliers-là, mais on l'a placé ici pour l'occasion. On parle aussi de relations avec les communautés autochtones dans le pilier social, la santé et sécurité, la diversité et inclusion, le développement des compétences. Et au niveau de la gouvernance, les risques ESG, les changements climatiques, les risques pour le ESG, mais aussi au niveau des changements climatiques. L'intégration de ces facteurs-là dans les décisions d'affaires, la divulgation aussi ESG. Également l'éthique des affaires et la transparence, la diversité, la responsabilité au niveau du CA. Ce sont des exemples, hein, ce n'est pas exhaustif. Et comment, dans le fond, on va puiser ces thématiques-là? C'est souvent à l'aide de différents cadres. Vous les voyez ici. Il y en a quelques-uns, puis ils ne sont pas nécessairement limitants. Il y en a certains qui sont super connus là-dedans. Notre approche, nous, chez WSP, comment on fonctionne, on ne va pas nécessairement faire une démarche, par exemple, une stratégie ESG seulement avec juste un cadre. Habituellement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher une multitude de cadres ou certains cadres qui vont plus appeler à l'entreprise avec laquelle on travaille, qui vont plus correspondre pour pouvoir justement puiser et faire des thématiques, je dirais, adaptées pour l'entreprise, sélectionner des thématiques qui fonctionnent avec le travail qu'on est en train de faire. Personnellement, puis justement, c'est ça,
au sein de WSP, on trouve que certains cadres peuvent être justement avoir seulement certaines cases. Fait que d'avoir une approche plus flexible lorsqu'on n'est pas dans la reddition de compte obligatoire nous permet justement d'aller faire une liste exhaustive et adaptée à l'entreprise au niveau des thématiques. Puis ces thématiques, dans le fond, elles vont servir à quoi? Elles vont servir à baser notre stratégie ESG. Super important d'appeler ça une stratégie. L'aspect stratégique pour nous est super important. On veut que ça crée de la valeur. On veut aussi que ça soit intrinsèque à l'entreprise. Donc, c'est pour ça, quand on élabore cette stratégie-là, on s'assure d'avoir les acteurs clés autour de la table, d'avoir des gens qui sont en mesure, dans le fond, de pouvoir ensuite prendre ce plan-là puis le mettre en action. Puis chaque action posée dans le cadre de cette stratégie-là, puis justement au sein de l'entreprise, on veut que ça soit aligné avec les objectifs de durabilité. Donc, c'est vraiment ça l'objectif d'une stratégie ESG. Donc, première étape, le diagnostic. On a habituellement, puis là, je parle d'une approche qu'on fait chez WSP. Je vais donner des exemples également. Mais ce n'est pas propre à nous nécessairement. Il y a plein d'autres entreprises qui travaillent de façon un peu différente, mais puis même à l'interne, vous pouvez également développer une stratégie ESG. Mais voici, dans le fond, les grandes lignes de ce que ça contient. Un diagnostic, en fait, habituellement, on fait un portrait interne. On valide un peu qu'est-ce qui se passe à l'externe au niveau, dans le fond, au contexte propre à l'entreprise. Puis, on confirme également les enjeux. Donc, qu'est-ce que ça contient concrètement? Ça peut contenir plusieurs choses dépendant de l'entreprise, mais on parle surtout on peut faire, par exemple, d'un répertoire des initiatives internes. On peut faire des analyses comparatives, du benchmarking, comment l'entreprise se situe par rapport à ses pairs dans le marché. On peut également faire une revue des meilleures pratiques pour savoir quelles sont les innovations, quelles sont les grandes tendances de nos pairs pour pouvoir, comment on peut s'élever avec qu'est-ce que les gens font, mais aussi avec les innovations comme sur le marché. Donc, cette espèce de sonde-là nous permet justement de prévoir les prochains coups. Également, la matérialité, donc de voir quels enjeux sont importants pour les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes internes et externes. Et au sens plus large, de consulter les parties prenantes sur l'entreprise, sur qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, puis comment elle la voit progresser. Donc, comment aussi elle voit ses impacts au sein de la communauté ou de son environnement. Donc, ça, c'est toutes des informations dans le diagnostic qu'on prend en compte puis qu'on va avoir besoin, dans le fond, pour la suite. Pour moi, un diagnostic, c'est primordial pour pouvoir avoir une stratégie par la suite, un plan d'action qui est adapté. Donc, cette collecte de données-là, ça nous donne un portrait de la situation, un portrait réel. Ça permet de faire du vrai progrès, puis ça nous éloigne. Là, on entend souvent parler du terme greenwashing. Nos clients nous disent, on veut s'éloigner de ça, on veut faire quelque chose de concret, de significatif. Puis à ce moment-là, dans le fond, c'est ce qu'on leur répond, c'est de s'assurer de bien poser le diagnostic et de s'assurer justement de prendre le temps d'avoir un vrai portrait de la situation pour nous permettre justement par la suite que les actions soient significatives, que aussi on ait l'adhésion à l'interne et à l'externe de cette stratégie-là pour qu'on ait vraiment semé des graines qui vont pousser, qui vont fleurir, puis que ça va être, c'est ça, je répète le mot, mais significatif. Au niveau du plan d'action maintenant, dans le fond, ici, on a détermination des objectifs, l'exploration exhaustive. Donc, on regarde, là, j'ai nommé des thématiques, puis on regarde un peu quelles thématiques qui s'approprient, pas s'adaptent, mais qui sont significatives pour nous. Puis, on commence, ensuite de ça, on prend le temps de sélectionner, de prioriser ces thématiques-là qui vont devenir, on va les faire évaluer en action. Puis, à partir de ce moment-là, on va faire un plan d'action concret sur un horizon de tout dépendant de ce qu'on détermine, 5, 10 ans, ça peut être plus court, plus long. Et on va faire également une feuille de route. Dans le fond, ça, c'est nous, on fait ça personnellement. On aime ça avoir visuellement quelles sont les prochaines actions, quels sont les liens entre eux, est-ce qu'il y a des synergies qui sont les responsables. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble.
Donc, dans cette étape du plan d'action-là, on vient se poser la question justement sur, bon, ben, on a eu notre diagnostic, on sait où est-ce qu'on se situe, on sait où les autres se situent, puis quelles sont les idées, ça permet de générer des idées. On veut savoir maintenant quelle est notre vision et notre mission ESG, quelles sont nos valeurs associées à ça, pourquoi on fait ça, puis aussi comment on se voit dans 10, 20, 30 ans, pourquoi les gens parlent de notre organisation. On développe, puis on va aussi, dans ce même exercice-là, dans cette même, je dirais, temps-là, on va aussi définir, puis je vous suggère en fait de définir des cibles, des objectifs par rapport à cette vision-là qui va avoir été déterminée. Nous, habituellement, on le fait sous forme d'atelier. On assoit différents gens autour de la table, différentes parties prenantes internes, puis on s'assure justement, on permet dans le fond de partager les différentes idées, les différentes visions autour de la table, puis après ça, de faire progresser ça en quelque chose de commun. D'où, dans le fond, mon point du consultation des parties prenantes internes et externes, puis il peut aussi avoir des choses qui sont validées à l'externe au besoin. Ensuite de ça, on commence vraiment à développer le plan d'action de façon concrète, les actions détaillées, qui va justement en être responsable, quelles sont les prochaines étapes, le budget, l'échéance, puis ça ressemble à ça au niveau, dans le fond, du développement du plan d'action. Je finirai en disant que le plan d'action, on veut qu'il soit concret, on veut qu'il soit complet, puis on veut également qu'il réponde justement aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc, on passe ensuite à l'étape de la mise en œuvre. On a un plan maintenant qui est concret. On a justement des gens qui ont été identifiés comme responsables. On sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, c'est l'heure de passer à l'action, puis vraiment d'implanter ces actions-là au sein de l'organisation. Par exemple, je vais vous donner différents exemples au niveau des actions qu'on peut poser qui sont super vastes. Ça peut être un partenariat avec les communautés autochtones locales. Ça peut être de former un comité de diversité et d'inclusion. Ça peut être de se fixer une cible de zéro émission nette, le fameux net zero qu'on entend parler. Puis associé à ça, on peut faire un inventaire de gaz à effet de serre. On peut faire justement une stratégie, un plan d'action de réduction concret. On peut faire un projet d'économie circulaire. On peut mettre sur pied des politiques d'achat des responsables, d'approvisionnement je m'excuse, de véhicules électriques, pardon, ça arrive. Ça peut être aussi des actions axées sur la gouvernance, de former un comité décisionnel au niveau du CA pour le ESG, au niveau aussi de l'exécutif. Ça peut être attaché à de la rémunération, justement, pour rencontrer différents objectifs. Donc, moi, je vois le pilier de la gouvernance comme des mécanismes pour nous permettre d'implanter justement des actions au niveau de l'environnement puis le social, donc un peu comme je viens de mentionner. Donc, cette mise en œuvre-là, dans le fond, elle s'étale sur, tout dépendant, dans le fond, le temps que vous lui avez mis dans le plan d'action. Mais c'est important quand même de faire une mise à jour. On peut en faire une mise à jour habituellement 18 mois, 2 ans. Ça peut être un peu plus long, tout dépendant de la validité des actions. C'est juste important de regarder le plan puis de voir si ça suit toujours à nos objectifs d'entreprise, puis aussi à comment l'entreprise a évolué, comment aussi le contexte externe a évolué. Donc, juste de se poser la question. C'est super pertinent de faire un tableau avec justement nos objectifs et des indicateurs pour nous permettre, les fameux KPI, nous permettre de voir, OK, ben, tu sais, concrètement, qu'est-ce que ça nous a donné, où est-ce qu'on en est rendu? On a protégé X hectares de terrain pour de la biodiversité. On a sauvé tant de litres d'eau. Ça nous a permis d'avoir un taux de rétention de personnel de temps. Donc, tu sais, de vraiment se mettre, quand c'est possible, des indicateurs qui sont concrets, puis de pouvoir justement les mesurer. Ça nous permet aussi de communiquer. Tu sais, je pense qu'il y a une portion qui est super importante. En 20 minutes, je n'ai pas nécessairement le temps d'aborder ça, mais au niveau de la communication
des progrès, autant à l'interne qu'à l'externe d'une stratégie ESG. C'est primordial justement pour que les gens se sentent mobilisés, puis pour aussi, tu sais, je pense que c'est le fun de partager des bons coups, puis de voir aussi le progrès où est-ce qu'on en est rendu. C'est motivant pour tous, puis ça permet justement de donner, je dirais, le push supplémentaire pour continuer. Donc, je vais finir ça avec des petits exemples. En fait, j'aimerais ça peut-être premièrement dire que au niveau d'implanter une stratégie ESG, ça permet en fait, j'ai dit pour commencer, mais en fait, c'est pour terminer, j'aimerais dire que ça nous permet, dans le fond, d'avoir un meilleur projet. Ça nous permet, dans le fond, de respecter, dans le fond, l'endroit, la communauté, l'environnement dans lequel l'entreprise évolue ou fait un projet. Ça permet également, dans le fond, de repousser les limites de l'innovation, puis tu sais, justement d'être toujours à l'affût des meilleures pratiques, des meilleures tendances à ce niveau-là. Donc, c'est ça. C'est ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir un meilleur projet. Tu sais, on le voit, puis quand on ne prend pas en considération ces éléments-là, ces facteurs ESG-là. On l'a vu au Québec à plusieurs reprises et à l'externe, mais on a des exemples concrets au Québec auxquels, sans nécessairement les nommer, il y a des projets qui ont avorté parce que justement, l'acceptabilité sociale, par exemple, n'était pas au rendez-vous. On n'avait pas pris en considération qu'il fallait protéger tel type, faune ou telle flore, telle espèce, pardon, j'avais un blanc. Donc, c'est super important de garder ça en tête. Donc, pour terminer, 2 exemples concrets. Donc, on a des clients qu'on a vus à l'interne pour lesquels on a accompagné chez WSP. Premièrement, dans le fond, il y a un client qui est venu voir qui avait une cible de carboneutralité, une cible également net zéro. Puis, l'objectif, c'était d'être précurseur dans leur industrie. Donc, non seulement ça leur a permis de faire cette stratégie, ça leur a permis d'être alignés avec leurs valeurs environnementales, mais ça leur a également permis d'avoir un différenciateur sur le marché. Le deuxième projet, c'est le deuxième mandat, en fait, c'est dans une ville. C'est une organisation qui s'est implantée dans une ville un peu isolée, qui a des enjeux bien particuliers. Puis l'organisation est devenue vraiment un acteur clé, s'est mis, dans le fond, à participer aux différentes sessions pour pouvoir trouver des solutions par rapport justement à ces enjeux sociaux-là. Donc, est devenu un acteur très engagé au sein de la communauté, puis un acteur aussi modèle, je dirais, là, qui a vraiment qui a à cœur tout ce qui se passe dans la communauté. Donc, d'où les bénéfices d'une stratégie ESG, c'est vraiment ça, de créer encore là de la valeur. Donc, sur ce, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre écoute. Si jamais vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, j'ai laissé mon courriel ici. Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup, Mme Baudouin-Leboeuf. Sachez que l'ensemble de l'accompagnement qui vient d'être présenté peut être subventionné par le Fonds Éco-Leader à une hauteur de 75 % et pourra connaître davantage sur tous les détails ou l'admissibilité de votre entreprise. Faites appel à moi ou à ma collègue Juliette Fournier. Sans plus tarder, je cède la parole à nos invités d'Investissement Québec CRIC, Éric Dion et Jean-François Talbot, qui présenteront le programme Compétitivert et les services offerts par leur organisation. Bonjour, je me présente, Jean-François Talbot. Il nous fait plaisir d'être présent aujourd'hui pour vous parler d'Investissement Québec et plus spécifiquement de Compétitivert. Investissement Québec, c'est quoi? C'est une société d'État, un acteur clé dans le développement économique du Québec. Le rôle principalement chez Investissement Québec est de stimuler la création d'emplois et les investissements dans toutes les régions. Être un partenaire privilégié des entreprises québécoises et étrangères qui veulent prospérer au Québec. Notre offre, c'est d'un service complet, des conseils, de l'accompagnement en transformation numérique et technologique, soutien à l'exportation, nombreuses solutions financières adaptées.
Notre clientèle sont les entreprises québécoises de toute taille, les entreprises d'économie sociale et les entreprises étrangères qui veulent investir au Québec. EQ est là pour soutenir les entreprises québécoises et Compétiver est un des outils développés pour supporter la croissance et la productivité. Initiative lancée pour inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables. Voyons plus en détail. Compétiver, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faciliter et supporter les entreprises dans leur passage à une économie verte. L'initiative vise à proposer des solutions d'accompagnement et de financement et à outiller les entreprises pour qu'elles passent à l'action et qu'elles deviennent plus performantes, plus innovantes et plus vertes. L'économie verte est une occasion d'affaires, une occasion de croissance, une occasion d'innovation et une occasion de rayonnement. Voyons comment se décline l'offre de Compétiver. Compétiver, c'est une démarche de diagnostic. Ce sont des solutions de financement, mais surtout un accompagnement technologique qui englobe tout. Diagnostic et financement, deux piliers autoporteurs. On peut bénéficier des deux individuellement ou ensemble. Peu importe où vous en êtes dans votre projet, nous aurons une solution adaptée à vos besoins. Je cède maintenant la parole à mon collègue Éric qui va vous entretenir plus en détail du volet diagnostic. Éric. Merci Jean-François. Je suis Éric Dion et je viens vous entretenir du diagnostic de productivité environnementale industrielle. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se dire innovante si elle ne prend pas en compte les enjeux reliés au développement durable. Compétiver, en plus d'être une solution de financement, c'est aussi un outil d'accompagnement sur mesure, un diagnostic et des solutions hyper personnalisées. La performance environnementale industrielle, c'est quoi au juste? En fait, c'est l'efficacité d'une entreprise manufacturière à minimiser la consommation des ressources en relation avec la gestion des dimensions économiques, environnementales et sociales. Qui dit ressources et économie de ces ressources-là, dit économie d'argent. Et les ressources qu'on souhaite réduire, c'est évidemment l'énergie, l'eau, les matières premières, de même que le transport. Moins d'impact pour l'environnement, ce que ça signifie, c'est une réduction des gaz à effet de serre, réduction des matières résiduelles, des rejets et des nuisances. Sur le plan des valeurs sociales, un point positif au niveau de la gouvernance, l'image de marque des entreprises, de même que leur capacité d'attraction et de rétention de main-d'œuvre, de même que sur la santé et sécurité. En bref, la performance environnementale industrielle, c'est de faire plus ou mieux avec moins, surtout d'être plus vert pour répondre aux plus grands défis auxquels nous avons à faire face. Je vous présente ici la structure de notre diagnostic PEI. Il s'agit d'une démarche collaborative et interactive avec l'entreprise, au cours de laquelle, lors d'échanges, nous allons couvrir plusieurs éléments. On évalue le profil décisionnel de l'entreprise pour couvrir des thématiques telles que sa motivation, les succès, les freins, les projets en cours, de même que ceux à venir, la stratégie, la vision et l'image de marque. Ces résultats nous permettent de déterminer l'importance ou le poids accordé par l'entreprise dans ses décisions concernant les dimensions économiques, sociales et environnementales. Ce profil servira par la suite à pondérer et à prioriser des idées d'amélioration de l'entreprise. Le diagnostic permet d'effectuer un état des lieux de la PEI de l'entreprise. L'intérêt est bien sûr d'identifier les principaux enjeux environnementaux dans ces activités industrielles, mais surtout de prioriser des actions ou des projets à mettre en œuvre et qui auront un maximum d'impact sur sa productivité et sa compétitivité, tout en réduisant son empreinte environnementale. Alors, l'engagement qui rapporte pour l'entreprise, c'est un engagement qu'on décrit ici comme un investissement en valeur de 15 000 $ qui peut être admissible à l'aide financière du fonds EcoLeader. Il va devoir y avoir également un investissement en temps, une implication de l'entreprise, puisqu'il s'agit d'une démarche collaborative entre l'entreprise et les experts d'investissement Québec Creek. En contrepartie, l'entreprise va recevoir un accompagnement technologique personnalisé, réalisé par des experts en PEI, un diagnostic, donc sous forme de rapport, de même qu'une liste de projets et d'actions pour améliorer sa performance environnementale industrielle, des actions priorisées en fonction du profil décisionnel de l'entreprise, des gains attendus et de la faisabilité des projets. Également, des recommandations et des références pour la suite en lien avec l'implantation des projets et actions.
Je vous présente une citation de M. Jean-François Côté, directeur des affaires scientifiques et normalisation chez Soprema, l'un des premiers partenaires et clients qui a bénéficié de cette approche de diagnostic. Alors, Jean-François Côté nous disait que la liste des pistes d'action priorisées en fonction des gains et de la faisabilité est d'une aide précieuse pour savoir par où commencer afin d'améliorer notre performance environnementale industrielle. Maintenant que l'entreprise est prête à passer à l'action et à prendre les décisions en connaissance de cause, en ayant en tête la rentabilité de chaque action à poser, je vous laisse entre les mains de Jean-François pour la suite avec les éléments financiers. Merci, Éric. Compétitivert propose 2 solutions financières pour les entreprises que nous allons voir plus en détail. Solution de financement Compétitivert est destinée spécifiquement aux entreprises qui veulent réaliser des projets impliquant l'intégration de technologies propres ou de pratiques éco-responsables. On parle de prêts à terme et garantie de prêt pour financer les projets liés à l'économie verte permettant d'augmenter la productivité durable des entreprises. Offre des modalités bien adaptées, comme un moratoire de remboursement de capital pouvant s'étendre jusqu'à 48 mois afin de bien suivre le développement des projets et d'offrir la flexibilité nécessaire. La solution d'appariement Compétitivert est offerte de concert avec les fonds d'investissement, dont Investissement Québec est commanditaire. Elle permet d'appuyer, sous forme de prise de participation et d'équité, les entreprises qui développent des technologies propres au Québec. Elle est complémentaire aux solutions offertes sur le marché et permet aux entreprises innovantes de ce secteur d'obtenir rapidement le capital dont elles ont besoin pour soutenir leur croissance. Voici quelques exemples de dépenses admissibles. Pour les démarches d'innovation vers l'adoption de technologies, on peut penser des frais de consultation et d'experts, des frais d'études et de diagnostic, de certification. Pour l'acquisition d'une technologie propre, on pense à des équipements visant la transition ou l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'utilisation d'énergies renouvelables, l'installation d'un système de traitement des eaux, de l'air ou des sols. Pour le développement d'une technologie propre, on pense à l'électrification des transports, la chimie verte, l'agriculture durable, l'efficacité énergétique. Bref, ce ne sont que quelques exemples de dépenses admissibles. Peu importe la nature du projet ou le stade de développement de l'entreprise, IQ propose une solution de financement adaptée à vos besoins. Elle a une solution d'affaires pour tous les défis. Certains programmes sont sous forme de subventions, de prêts à des conditions très avantageuses ou d'équité. À cet effet, dans quelques minutes, vous allez pouvoir entendre le témoignage fort intéressant d'une entreprise en développement durable et qui est cliente de longue date chez nous. M. Guillaume Clairet de H2O Innovation va vous présenter un de leurs projets réalisés en développement durable. Entre-temps, pour en savoir plus sur nos services et solutions d'affaires, je vous invite à consulter notre site web Compétitivert et Investissement Québec. Merci Éric et au plaisir de vous rencontrer avec vos projets. Ce que vous retrouverez notamment sur nos sites web, des vidéos expliquant les gains de la productivité environnementale industrielle, des classes de maîtres, ainsi que des données factuelles sur l'économie verte. Merci M. Dion et M. Talbot pour vos interventions. Nous tenons à souligner qu'une fois que la phase d'amorçage d'un projet est enclenchée et que le diagnostic ou le plan d'action est réalisé, les agents du Fonds Éco-Leader peuvent vous aider à naviguer à travers les programmes et aides financières comme Compétitivert afin que votre projet se concrétise. Donc, nous aurons maintenant la chance d'entendre le chef de l'exploitation et vice-président exécutif chez H2O Innovation, Guillaume Clairet. Bonjour tout le monde. C'est un vrai plaisir aujourd'hui d'être ici avec vous pour parler de projets éco-responsables. Tout d'abord, je me présente, Guillaume Clairet, chef de l'exploitation chez H2O Innovation, une entreprise de Québec active dans le traitement des eaux depuis plus de 20 ans maintenant. Et pour faire suite à la présentation d'Éric et Jean-François, rien de tel que de présenter des vrais projets concrets, éco-responsables, qui ont été mis en œuvre par des entreprises de la région. Donc, ça a été, lorsqu'ils nous ont demandé de venir partager avec vous un témoignage, présenter un projet, bien, ça a été tout de suite là, très intéressant pour nous là, de venir partager ça avec vous. Aujourd'hui, je vais parler d'un projet aux États-Unis, en réalité. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Investissement Québec et H2O Innovation sont des partenaires de longue date. Ça fait maintenant plus de 10 ans que Investissement Québec a suivi H2O dans ses aventures
Notre développement à l'international a été supporté, entre autres, par de multiples rondes de financement où Investissement Québec était toujours là pour nous supporter. Évidemment, il y a différents modes de financement. Chez nous, la voie qui a été prisée, c'est qu'en fait, ils ont investi en équité, donc ils ont des parties importantes dans l'actionnariat de H2O Innovation. Cela étant dit, on est là aujourd'hui pas pour parler d'investissement, mais pour parler d'environnement et de projets qui peuvent être mis en œuvre chez vous, finalement, dans les entreprises d'ici, dans les entreprises de Québec, pour rendre les entreprises et l'économie plus vertes qu'elles l'étaient auparavant. On est très, 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 très fiers du projet dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, je dis c'est un projet, mais en réalité, on a fait plus de 6 projets comparables à celui-là aux États-Unis. Et c'est un projet de recyclage des eaux. Donc, ici au Québec, on a beaucoup, beaucoup d'eau. Évidemment, comme il y a énormément de ressources, bien, il y a peut-être trop peu au jour d'aujourd'hui de recyclage qui est fait. Mais vous le savez, dans des États aux États-Unis comme en Californie, en Floride, au Texas, en Georgie, où nous, H2O Innovation, sommes très, très présents, le manque d'eau, le manque d'accès à l'eau potable, mais à l'eau douce, est un problème assez grave. Donc, de plus en plus, il y a énormément de projets de recyclage des eaux qui s'installent et on espère qu'ici au Québec, aussi dans les prochaines années, ce sera des pratiques qui vont devenir de plus en plus courantes. Donc, peut-être pour mettre les choses tout de suite en contexte, une image vaut 1000 mots. Et j'ai amené avec moi aujourd'hui quelques images du projet dont je vais parler qui finalement définissent un peu, pour mettre les choses bien en contexte dès le début de la présentation, de quoi on parle. Donc, ce que vous voyez maintenant, ici à l'écran, c'est ce qu'on appelle, nous, le Water Hub. Qu'est-ce que c'est un Water Hub? Bien, en fait, c'est une petite usine décentralisée de recyclage des eaux. Celui-là a été installé chez Philip Morris USA, qui est la plus grande compagnie productrice de tabac aux États-Unis. Et le Water Up, en fait, c'est quoi? C'est en fait des initiatives éco-responsables que des grandes entreprises ont décidé de faire pour limiter leur utilisation d'eau potable à des fins non potables et aussi limiter leur rejet au cours d'eau usée qui sont produites. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient créer une boucle sur site où est-ce que l'eau usée qui est produite, elle est directement recyclée dans les activités industrielles. Ce que vous voyez là, c'est le résultat final d'une petite usine décentralisée de recyclage des eaux qu'on appelle Water Hub. Ce qui est spécial du Water Hub, bien, d'une part, c'est les technologies qui sont utilisées. Vous allez voir, quand on rentre à l'intérieur de l'édifice, ça ressemble à une serre parce que les plantes que vous voyez sur les photos maintenant sont utilisées dans le procédé de traitement et de recyclage de l'eau usée. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà visité des installations de traitement des eaux usées, mais en réalité, une usine de traitement d'eau usée, c'est pas très, très esthétique. Souvent, on a tendance à essayer de retirer ça le plus loin possible des villes. Lorsque une usine est bien designée et qu'elle possède des attributs comme là, on regarde, là, c'est littéralement une serre, là, si vous voulez, ben, on peut la mettre beaucoup plus présente dans l'environnement immédiat des campus industriels ou aussi universitaires. Je vais en parler un petit peu plus tard. C'est pas juste des campus industriels, ça peut aussi être des regroupements de maisons ou, dans certains cas, des regroupements universitaires. Ce que vous voyez là, c'est des machines de traitement d'eau qui sont, elles, situées plus dans la portion édifice ou souterraine de l'usine de traitement. Et finalement, vous voyez, là, ça, c'est un deuxième projet comparable au premier qui a été fait chez Philip Morris, mais celui-là a été fait à Emory University en Georgie. Et ce qui est particulier de ce deuxième projet-là, c'est que vous voyez sur le sol, là, il y a comme une carte là, qui est modélisée. Et en fait, ça, c'est la carte du réseau de distribution de l'eau recyclée jusqu'aux endroits où on peut utiliser cette eau recyclée-là. Donc, en fait, l'eau potable qui est acheminée dans les différentes industries, bien, souvent, elle est utilisée pour des raisons non potables. Et c'est le cas, comme par exemple ici, à Emory University, on utilise une grande proportion de l'eau potable pour, en fait, refroidir les bâtiments et ou chauffer les bâtiments. Comme si on était ici au Québec, la réalité serait comparable, mais à l'Université Laval, par exemple, l'eau potable est utilisée pour chauffer les bâtiments. On pourrait utiliser de l'eau recyclée.
Donc, le réseau que vous voyez au sol en mauve, bien, c'est la distribution de cette eau recyclée-là qui remplace l'eau potable pour les fins non potables. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau recyclée? Bien, une part, on peut l'utiliser pour chauffer les bâtiments, refroidir les bâtiments. On peut l'utiliser pour l'irrigation. Donc, tous les espaces verts sur un campus universitaire peuvent être irrigués avec de l'eau recyclée. Et en fin de compte, aussi dans d'autres situations d'utilisation d'eau pour fins industrielles, comme par exemple des procédés de lavage, il n'y a pas raison d'utiliser des eaux potables, de l'eau potable à des fins industrielles. Donc, c'est pour ça que de bâtir ces petites unités-là de recyclage des eaux, bien, c'est en fait un projet éco-responsable qui a plusieurs retombées. Donc, un projet de cette envergure-là a plusieurs retombées au niveau ESG, donc des retombées sur l'environnement, sur la société et sur la gouvernance des compagnies concernées. Donc, si on commence avec le premier aspect important vert d'un projet comme celui-là, c'est qu'on limite l'utilisation de l'eau potable, d'accord? Donc, si, par exemple, une entreprise utilise 5000 m3 d'eau potable par jour, bien, tout d'un coup, on réalise que la moitié de ce 5000 m3-là est utilisé à des fins non potables. Bien, ça, c'est une opportunité pour recycler ça et diminuer notre empreinte au niveau de l'utilisation de l'eau potable. Le deuxième aspect important, bien, c'est en fait qu'il ne faut pas se leurrer. Toutes les eaux qui passent au travers de procédés industriels, ultimement, sont vouées à être retournées à l'environnement à un moment donné ou à un autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les eaux usées. Évidemment, depuis plusieurs années, les eaux usées en Amérique du Nord sont traitées jusqu'à un certain niveau. Et elles sont ensuite rejetées au cours d'eau. Mais en fait, même si ces eaux-là sont traitées et qu'en conséquent, elles ne sont pas polluantes pour l'environnement, il faut quand même penser qu'il y a de l'énergie qui est utilisée pour traiter ces eaux-là. Il y a une énergie de transport et qu'ultimement, dépendamment des régions et dépendamment des cours d'eau, il y a différents critères de rejet qui font que de la pollution, il en reste toujours un petit peu. Donc, si on réussit à ne pas envoyer quoi que ce soit au cours d'eau, bien, on se trouve aussi à avoir un apport environnemental important. On essaie de travailler le plus possible en circuit fermé, ce qui est finalement la base de toute économie circulaire. La troisième retombée qui est importante, c'est qu'on parle souvent du nexus entre finalement l'énergie et les gaz à effet de serre. Hein. Dépendamment des régions, plusieurs types d'énergie peuvent être ultimement génératrices de gaz à effet de serre. Bien, en fait, transporter l'eau de l'usine de traitement d'eau potable d'une ville jusqu'à un certain endroit et la transporter jusqu'à l'usine d'eau usée, il y a un coût énergétique très, très, très important. Donc, en essayant de traiter localement la ressource, c'est-à-dire qu'une fois que l'eau est arrivée sur le campus, dans ce cas-ci de Philip Morris ou de Emory, bien, on essaie de la réutiliser localement. Donc, d'éviter de la transporter, c'est un petit peu comme éviter de transporter de la marchandise et de mettre plusieurs camions sur nos routes. C'est le même parallèle peut être dressé. On a souvent un réflexe de dire « Ah, on va sauver des gaz à effet de serre, on va éviter du transport. » Bien, éviter de transporter de l'eau à travers des longues conduites, ça baisse la consommation énergétique et donc, ça permet aussi d'abaisser l'empreinte carbone, l'empreinte énergétique au sol. Finalement, je pense que la dernière chose qui est importante de mentionner, c'est que ça a aussi un aspect social. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans la présentation. Les usines d'eau usée, je n'ai pas amené de photos aujourd'hui, mais vous pouvez facilement vous imaginer qu'une usine d'eau usée, ça sent généralement pas très bon. Comme je disais souvent, on essaie de la mettre à l'extérieur de la ville. On essaie grosso modo de la cacher. Les urbanistes, les ingénieurs vont avoir tendance à vouloir l'éloigner. Quand on regarde les projets qu'on a faits, comme le Virginia Water Hub, c'est un projet qui est esthétiquement très agréable. Et en réalité, ça devient un peu la fierté des entreprises d'amener leurs clients, d'amener leurs investisseurs et de leur montrer, regardez ce qu'on a fait. On a carrément un petit jardin botanique avec des espèces de plantes qui sont utilisées. Donc, les racines là, des plantes que vous voyez à l'écran
sont littéralement dans l'eau usée et les racines vont se nourrir des nutriments qui sont dans l'eau usée. Donc, ils vont à la fois purifier l'eau et se nourrir de ça comme engrais, si vous voulez, pour devenir, pour grandir. Donc, ça devient vraiment, on passe d'un aspect d'une usine d'eau usée plutôt désagréable à visiter et en fait souvent mise à l'écart, à carrément des installations qui peuvent être mises au centre des villes, au centre des campus industriels ou universitaires, pour en faire la fierté des propriétaires. J'ai dit qu'on avait réalisé à peu près 6 projets comme celui-là. Je vous en ai présenté 2. Le troisième qui était important, c'est pour la ville de Austin, au Texas. Leur édifice municipal, vous voyez ça un petit peu comme l'édifice, si on veut, des travaux publics et de la mairie, bien, est équipé d'un water hub comme celui-là, en plein milieu de la ville, et donc qui vient vraiment faire partie du paysage urbain. Donc, plutôt que de vouloir cacher les installations d'eau usée, au contraire, on essaie de mettre de l'avant les installations de réutilisation d'eau usée et d'en faire une fierté locale. Donc, au final, je pense que ces 4 niveaux de retombées-là, on sauve de l'eau potable, on rejette moins de pollution parce qu'on rejette moins d'eau usée. On réussit aussi à engager la population parce que tout d'un coup, ça devient un sujet qui n'est pas tabou. Plutôt, on le met au cœur des discussions, on le met au cœur des campus. On a vraiment beaucoup à aller chercher avec ce genre de projet-là. Et c'est ça que je trouvais aussi intéressant avec aujourd'hui la présentation de Jean-François et d'Éric, c'est que pour l'instant, on a fait ces projets-là surtout aux États-Unis, mais on espère bien que ce serait le genre de choses qui se réaliseraient au Québec. Et avec les différents mécanismes qui sont offerts à nous ici au Québec pour financer des projets verts, bien, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, c'est peut-être intéressant de passer un moment pour parler du montage financier de ces projets-là. C'est d'autant plus intéressant dans le contexte avec Investissement Québec qui peut être un partenaire financier pour vous, pour réaliser ce genre de projet-là. Nous, aux États-Unis, on a choisi un modèle qu'on a appelé le WPA. Donc, WPA pour Water Purchasing Agreement, ou en d'autres mots, ce qu'on fait, c'est qu'on signe une entente avec les clients pour financer tous les actifs. Donc, toute l'usine que vous voyez, si vous voulez, elle est financée par une entité tierce dont on fait partie avec un partenaire financier, dans ce cas-ci américain, pour faire en sorte que les clients n'aient pas besoin de décider de mettre du capital de l'avant pour réaliser ce genre de projet-là. Pourquoi ça, c'est important? Parce que quand on approche des nouveaux projets, des nouvelles technologies comme celles que H2O Innovation offre, des fois, il y a un certain phénomène de gestion de risque. Et c'est important et c'est indéniable. C'est évident que de grosses corporations ne vont pas dire on va investir 25 millions dans une usine de recyclage sans se poser de questions, sans engager des experts pour savoir un peu comment le tout fonctionne. L'intérêt d'un WPA, comme ce qu'on a mis en place aux États-Unis, c'est qu'en fait, on réussit à venir, en finançant les actifs et en restant propriétaire des actifs, on réussit à enlever une portion du risque chez les clients. Donc, ce qui arrive, c'est que en s'engageant pour 20 ans à dire, plutôt que d'acheter l'eau potable, parce que rappelons-nous, l'eau potable a un coût, hein? On a tendance à l'oublier ici au Québec, mais l'eau potable et l'eau usée aussi, ça a un coût. C'est un produit qui est transformé. Donc, tous les utilisateurs d'eau, peut-être que certains s'en rendent moins compte que d'autres, mais ont une facture à payer. Ici, au Québec, on reçoit une facture à la maison, puis c'est une facture de taxe annuelle où il est écrit égout et eau potable. Par contre, dans plusieurs endroits dans le monde, c'est même une facture mensuelle, un peu plus comme celle d'Hydro-Québec, où est-ce qu'on reçoit « voici votre consommation d'eau potable ». Je dis ça parce que, en réalité, souvent, il faut aussi faire un montage économique d'un projet comme celui-là. Donc, quand on allait voir les clients, bien, ils disaient « moi, je paye, par exemple, 3 $ du mètre cube pour mon eau potable et je paye 2 $ du mètre cube pour avoir le droit de rejeter l'eau usée dans les égouts de la ville. » Donc là, si tout d'un coup on dit « Ah, on va arrêter d'utiliser 50 % d'eau potable et on va aussi envoyer 50 % moins d'eau usée à la ville », bien, il y a une économie qui est réalisée. D'accord? Et cette économie-là sert à financer l'usine. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que non seulement on devient un partenaire technologique, un partenaire architectural, un partenaire d'ingénierie, mais aussi un partenaire financier parce qu'on vient dire
Faisons l'étude à savoir si on recyclait 50 de votre eau, vous auriez une économie de combien par rapport à votre facture d'eau potable et de combien par rapport à votre facture d'eau usée. Et l'arbitrage entre tout ça permet de payer pendant 20 ans de l'eau recyclée. Donc, plutôt que de payer de l'eau potable, on paye de l'eau recyclée pour une utilisation qui, de toute façon, ne se doit pas d'être potable. D'accord? Et donc, cet arbitrage-là vient permettre, lorsqu'on s'entend pour une longue période, 10, 15, 20 ans, la plupart des projets qu'on a faits ont été faits sur 20 ans, pour faire en sorte que finalement, le client ultime, lui, n'a pas besoin de trop se casser la tête sur comment financer tout ça et surtout sur la portion risque. Hein? D'accord? Des fois, on a un peu de tendance à ne pas vouloir prendre trop de risques et c'est tout à fait normal, mais on vient offrir aussi la solution économique derrière tout ça. Et ce genre de montage-là qu'on a fait aux États-Unis, bien, c'est tout à fait possible de le faire avec ce qui vous a été présenté par Investissement Québec et EcoLeader un petit peu plus tôt. Est-ce que les partenaires financiers seront les mêmes? Probablement pas. On va prendre des partenaires financiers locaux. Mais c'est important de comprendre qu'on est capable d'avoir des projets qui vont générer des retombées économiques locales. Donc, il va y avoir des employés qui vont être embauchés pour opérer l'usine. Il va y avoir des employés qui vont être embauchés, des contracteurs généraux, des contracteurs en génie civil, des architectes, tout ça, pour construire ces ouvrages-là. En plus de ça, ultimement, bien, il va y avoir, on l'espère dans la plupart des cas, des économies chez les clients qui vont pouvoir être faites. Et donc, tout ça permet vraiment de bâtir une économie verte. C'est le message que je veux vous laisser, c'est que toutes les étapes pour nous amener un projet comme celui-là sont réalisables. On l'a déjà fait à l'extérieur du Québec, on veut le faire au Québec. Et là, en plus, on a les partenaires financiers qui veulent venir derrière, supporter toute la phase d'analyse jusqu'à la phase d'exécution pour que finalement, on puisse avoir des projets qui se mettent en branle plus rapidement que ça a été le cas dans les années qui ont précédé. Donc, je pense que ça fait le tour quand même de façon assez complète de projet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous si vous avez davantage de questions. Nous, des water hubs ou des usines décentralisées de recyclage des eaux, c'est un peu notre rêve d'en mettre un petit peu partout à travers la planète et en Amérique du Nord, mais on aimerait donc bien ça en avoir certaines réalisations ici au Québec. Et je suis certain que parmi vous, il y a plusieurs entreprises qui en bénéficieraient largement et qui auraient des retombées à la fois environnementales, économiques, sociales et de bonne gouvernance. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. Merci, M. Clairet, pour votre témoignage. On constate qu'il est essentiel de recourir aux aides financières lorsqu'elles sont disponibles et de ne pas hésiter à faire appel aux experts et aux conseillers pour s'orienter. Cette approche permet vraiment de propulser l'entreprise en plus de diminuer la charge administrative et financière liée à la réalisation d'un projet. Et donc, on gagne du temps à bien s'entourer. En terminant, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire intitulé « Développement durable 101, l'ABC d'un projet en entreprise ». Pour clore cette série, nous tenons à remercier une fois de plus les partenaires, soit la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Fonds EcoLeader et le Conseil régional de l'environnement, Région de la Capitale-Nationale, en collaboration avec Desjardins, en plus d'Investissement Québec CRIC, notre partenaire expert du jour. Un merci tout spécial à nos 4 invités, Geneviève Baudouin-Leboeuf, Éric Dion, Jean-François Talbot et Guillaume Clairet, pour leur participation à ce webinaire qui nous a vraiment permis de survoler les grandes étapes de réalisation d'un projet de développement durable en entreprise. Leur intervention a surtout révélé comment il est essentiel de s'entourer des bonnes personnes et des bonnes ressources pour mettre à terme ce type d'initiative. Une fois de plus, nous vous invitons à contacter vos agents du Fonds EcoLeader de la région de la Capitale-Nationale pour toute question concernant vos initiatives en développement durable, que ce soit pour trouver des pistes d'orientation pour vos projets, trouver les experts appropriés ou obtenir du financement. On se dit à bientôt.